Je propose qu'on passe live. Non, ça va, je pas de pression. Super. On passe en live? On passe en live en sachant que de toute façon, comme c'est enregistré, on va directement démarrer. On ne va pas attendre d'avoir beaucoup de gens ou quoi que ce soit. Parfait. Allez, je lance le live. Bonne session. Super. Merci. Mais voilà, nous sommes repartis pour une nouvelle session avec Kevin. Bienvenue à tous à ce webinaire qui porte sur la thématique gestion de crise, de la panique à la maîtrise. Et pour cette séance, nous allons parler du plan de continuité des activités. Il est vrai que lors de la précédente séance, nous avions parlé de la cartographie des risques. C'est quoi un risque, les différents types de risques, quel était l'intérêt de mettre en place une cartographie. Et finalement, on a réalisé que c'était important de voir quels sont les risques qu'on souhaite finalement accepter et lesquels on veut éviter, hein. On avait vu l'importance de pouvoir avoir un management finalement qui est assez sensible à ces questions et le rôle d'animation finalement que pouvait porter la personne en charge de tout ce qui est gestion de risque. Et on s'était dit, ben oui, finalement, si on maîtrise le risque, ben, l'idée après, c'est d'être capable de pouvoir maintenir une continuité des activités. Mais ce n'était pas suffisant, Kevin. On s'est dit, et tu as répondu encore à l'invitation, grand merci, on va, au travers d'un nouveau webinaire, prendre le temps d'explorer cette thématique et voir qu'est-ce qui se cache derrière cette terminologie, plan de continuité des activités. Vous l'avez compris, je suis Alexandra Kizizier, je suis la responsable de Helionis Group et j'ai aujourd'hui de nouveau, hein, pour la deuxième fois, Kevin, jamais 203, mais cette fois en tout cas, jamais 102. Bienvenue à toi et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour Alexandra, bonjour à tous, merci beaucoup. C'était avec plaisir. Alors, Kevin est le directeur général adjoint de Baoba RDC, qui est donc une institution de microfinance qui opère au niveau de la République démocratique du Congo et qui fait partie de Baoba Group, qui est un groupe de microfinance français. N'est-ce pas cela, Kevin? C'est bien cela, Alexandra. Alors, il sied quand même de pouvoir, on va se dire, mais pourquoi le directeur général adjoint, mais qu'est-ce qui se passe, en quoi c'est la bonne personne? Mais j'ai envie de dire, Kevin, tu es tombé dans la soupe de l'audit, du risque, de finalement toutes ces matières. Tu as une expérience dans cela. Je ne sais pas si en Mhm. quelques mots, tu peux rapidement te présenter pour vraiment permettre au public de mieux te connaître. Oui, je pense que je peux dire que je n'ai jamais fait autre chose que de l'audit, du risque, du contrôle. J'ai essentiellement commencé par l'audit externe où j'ai travaillé chez PwC en RDC. J'étais essentiellement sur toute la partie audit finance. J'ai aussi fait un peu de gestion de projet. J'ai fait la gestion, les audits des industries. J'ai fait aussi beaucoup de miniers. Et puis après, je suis rentré dans le banque. J'ai fait au moins 4 ans en train de travailler sur ce sujet-là. Et puis, j'ai basculé pour faire l'audit interne. En audit interne, c'est là que j'ai vraiment touché à tout ce qui est gestion des risques, plan de continuité d'activité, mise en place d'un dispositif de contrôle. J'ai essentiellement nagé dans ça et puis après, j'ai basculé finalement pour revenir au niveau des opérations. C'est actuellement le poste que j'occupe. Donc, je Excellent. pense que j'ai quand même eu à faire une expertise en contrôle, en management des risques, en audit, essentiellement l'audit agile, beaucoup de choses. Et puis après, je crois que c'est à cause de ça, finalement, que je suis là, Oui. dans ces webinaires. Exactement. En tout cas, magnifique parcours, très inspirant. Et merci d'avance, hein, pour ton partage qui sera généreux comme la dernière fois. Et surtout, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ton parcours, au-delà de cette expertise, c'est cette transversalité. Parce que finalement, comme tu l'as si bien dit, tu n'as pas été que dans un secteur, tu as un petit peu voyagé, hein, au travers de différents secteurs, ce qui te donne quand même encore une expertise, j'ai envie de dire, avérée. Donc, j'ai hâte pour permettre à chacun de nous d'avoir une expérience qui va être au top, comme j'aime le dire. Je vais vous demander de maintenir vos micros coupés. Les questions, vous pouvez nous les adresser au travers du chat. Et n'hésitez pas, les partages d'expériences, peut-être les commentaires.
Vraiment, ce sera interactif. Il n'y aura pas un moment dédié aux questions-réponses. C'est de l'interactif. Moi, Kevin, j'ai une batterie de questions pour toi. Donc, je vais enchaîner, Ok. Kevin, avec des questions que j'ai moi-même élaborées, mais d'autres qui me sont parvenues lors des inscriptions. Mais à côté, vraiment, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas, c'est un format court, donc on va être dans la continuité, à lieu de le dire. Alors, Kevin, sans trop vouloir s'étendre dans toutes ces politesses et cette introduction, je propose, si tu es OK avec moi, de pouvoir passer à l'exposé. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis dispo pour ça. Génial, très bien. Alors, je vais de mon côté prendre un petit peu mon petit copion pour finalement commencer à t'adresser les questions que nous avons récoltées. Alors, Kevin, ma première question pour toi. Déjà, Hmm. c'est quoi, comment tu définis un plan de continuité? On va commencer par les fondamentaux. C'est quoi un plan de continuité des activités? Alors, je pense qu'on va essayer d'expliquer ça un peu comme on a fait pour les risques l'autre fois sur la partie cartographie des risques. Euh, un plan de continuité d'activité, si je dois le dire de façon globale, c'est à peu près comme un document dans lequel on définit un certain nombre de stratégies à adopter pour faire face, selon les priorisations que nous pouvons définir, à des risques identifiés et nous permettre de continuer notre activité lorsqu'il y a certaines perturbations qui sont graves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'entité, si je fonctionne et qu'il y a un événement qui intervient, qui m'empêche de fonctionner normalement dans des situations généralement acceptables et connues, je dois trouver une solution alternative pour continuer à fonctionner. D'où les termes plan de continuité d'activité. Ok. Mais attention, je pense que ça a été très intéressant qu'on commence ces webinaires par un webinaire précédent dans lequel nous avons eu à parler des risques. Parce que, en fait, tout ce qui va se passer, la raison pour laquelle ces plans de continuité d'activité existent, c'est parce qu'il y a eu un risque de perturbation des activités. Et ces risques de perturbation des activités au préalable a nécessité que nous puissions faire une cartographie des risques. Ouais. Et suite à cette cartographie des risques, nous avons identifié un risque que nos activités soient perturbées. Il y a plusieurs natures de risques qui interviennent. Et on se dit, mais si ces activités sont perturbées et que nous ne puissions plus être en mesure de fonctionner normalement, comment on va faire? Ouais. Et les gens se disent, mais il ne faut pas que ce soit des solutions improvisées. Ouais. Nous devons exactement savoir, nous en tant qu'entité, nous en tant que manager, nous en tant qu'institution, qu'est-ce que nous allons faire pendant ces moments où les activités sont perturbées. Parce qu'en réalité, dans la gestion des risques, il est impossible d'éliminer les risques. Je ne peux pas les éliminer, ils seront toujours présents. Mais l'objectif pour nous, c'est de les réduire de façon efficace afin que nous puissions continuer à fonctionner. Donc, après avoir mis en place ma cartographie des risques, j'ai identifié ces risques de perturbation, je mets en place un plan que j'ai appelé un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire un document qui explique le processus, les actions, les activités que nous allons mettre en place pour que lorsque les activités sont perturbées, nous puissions continuer à fonctionner. En des termes beaucoup plus simples, c'est un document qui définit les stratégies, les processus, la démarche, les actions, les activités à mettre en place pour que l'entité puisse fonctionner lorsque les activités sont perturbées. Et ça, c'est un exemple. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qui donne un peu plus l'importance de cette activité-là. Tout à La fait. guerre à l'Est pour les entités qui ont des succursales à l'Est. On La parle bien de plupart. la République démocratique du Congo, hein, parce qu'il y en a qui se Oui. connaissent de Madagascar et de Belgique, donc je précise. Alors, dans ce cas-là, oui, pour les personnes qui sont sur des territoires pour lesquels leurs entités qui ont des succursales ne savent pas fonctionner, aujourd'hui, tous
se sont précipités vers les plans de continuité d'activité. Et certains n'en avaient même pas. Et ils se sont retrouvés en train de définir des activités qu'ils devaient mettre en place. Mais les entités qui étaient déjà dans les futurs, qui avaient identifié ces risques-là, savaient exactement quoi faire, comment et à quel moment. Toute l'importance du plan de continuité d'activité. Ok, mais alors du coup, j'ai envie de te demander, de manière concrète, quels sont les premiers pas qu'une entreprise, tu vois, doit suivre pour pouvoir élaborer un plan de continuité, ou en tout cas, ou soit l'améliorer. Mais en tout cas, c'est quoi les premiers pas? Alors, comme on vient de se mettre d'accord sur ce que c'est un plan de continuité d'activité, je pense qu'il est important de relever le fait que le plan de continuité d'activité, c'est une composante dans ce qu'on appelle la gestion de la continuité d'activité. C'est-à-dire la gestion de la continuité d'activité, c'est tout un tout dans lequel finalement j'ai l'évaluation des risques que nous avons fait dernièrement. J'ai finalement aussi la planification des actions que je vais mettre en place, c'est-à-dire le plan de continuité d'activité. Et je vais plus loin pour parler du plan des reprises. Maintenant, lorsque l'entité met en place un dispositif de gestion de continuité d'activité, il a développé toute la partie gestion des risques. Il s'est dit, OK, je sais comment je vais gérer mes risques. J'ai identifié les ressources pour m'aider à gérer les risques. Maintenant, les personnes dans ces ressources qui vont m'aider à gérer les risques, je dois trouver quelqu'un qui va m'aider à suivre mon plan de continuité d'activité, à suivre cette situation de perturbation-là. Donc, si je dois être beaucoup plus direct et répondre directement, c'est que tu ne peux pas faire un plan de continuité d'activité sans ressources. On Oui. revient à cette question de ressources, à cette question de personnes qui doivent le faire. Et ces ressources-là, on revient encore à ce qu'on avait dit, ça doivent être des personnes qui ont la connaissance, les compétences et les capacités pour le faire. Ok. Il ne suffit pas seulement d'avoir des personnes qui ont la connaissance, les compétences ou les capacités pour le faire, mais il faut encore à côté de cela que ces personnes acceptent d'entrer dans ces processus de gestion de continuité d'activité. Ok. Est-ce que de la Et même, excuse-moi Kevin, est-ce que de la même manière comme pour la gestion de risque, finalement, tout ce qui est gestion de risque, tu avais insisté sur l'implication du management. Est-ce que c'est la même chose ici? Est-ce qu'on reste dans cette importance d'avoir un management qui est impliqué et qui prend les choses en main? dans cette situation, on a trois acteurs clés. Ok, On a le management, oui, parce que c'est eux qui donnent du tonus. S'ils ne veulent pas faire de cela une priorité, ça ne va pas marcher, on n'aura rien qui va évoluer. Donc, eux sont influencés, ces personnes-là, le management, la direction, elle est influencée par l'attitude qu'ils ont face au risque, leur comportement, comment ils ressentent la chose. Est-ce que j'ai un management qui, lui, les risques, ça ne l'intéresse pas, c'est du business, je fais du cash. Vos histoires de gestion des risques, ça ne me regarde pas. J'ai 30 ans d'expérience dans le domaine. voilà. Jusqu'au jour où un risque s'est produit, on est devant un fait accompli. Et si vous avez quelqu'un à côté, un management qui a cette sensibilité-là pour gérer les risques, les choses se déroulent d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, ils vont mettre en place un budget qui lui permet d'avoir des capacités ou des compétences qui vont lui permettre de gérer les risques et par conséquent de suivre son plan de continuité d'activité. Donc, on a les management, on a les personnes qui ont les compétences pour faire une évaluation des risques, définir par une cartographie des risques. On a aussi l'ensemble des personnes qui constituent l'entité. Parce que ces personnes-là doivent prendre conscience de la place du risque dans l'entité et des conséquences qui peuvent arriver si ces risques-là n'est pas gérés. Il faut toujours, dans votre stratégie de gestion des risques, considérer ces trois acteurs-là, c'est-à-dire les managements, les compétences, c'est-à-dire les managers qui vont gérer les risques, ainsi que l'ensemble du personnel, parce qu'à la fin de tout ce que vous allez faire, vous devez communiquer le fardeau de la gestion des risques.
et ces personnes doivent l'accepter. Vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle une gestion de continuité d'activité, une gestion des risques, sans intégrer les ressources humaines qui, elles, sont composées de ces trois acteurs principaux que nous avons relevés un peu plus haut. Ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir pour arriver à définir un plan de continuité d'activité. OK. Parce que, en retour, ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter un budget et ça va nécessiter des compétences. Sans les managements, il n'y aura pas de budget, il n'y aura pas la recherche de compétences, il n'y aura pas la possibilité de communiquer avec l'ensemble des staffs pour finalement commencer à tester les plans. On va arriver. Donc, la première composante pour arriver à bien définir son plan de continuité d'activité, c'est les ressources pour arriver à faire cela. Super, super. C'est la première chose qu'il faut retenir. Sinon, ça ne sert à rien. Ok, super. Alors, moi, j'ai envie de dire, tu as parlé justement d'équipe, hein. Euh, Mm, c'est bien que, voilà, autant, parfois, je ne veux pas généraliser, le mm, management ou les directeurs qui seront en charge de la gestion de ce risque sont plus conscients de certains enjeux, mais ce n'est jamais évident de pouvoir mm. impliquer, mobiliser les équipes. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour conscientiser, impliquer efficacement les équipes pour que ce soit finalement, ça rentre dans la culture d'entreprise? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est tout un plan de communication qui doit venir. Euh, et ça, c'est la deuxième composante dans le plan de continuité d'activité. C'est un plan de communication. Attention, nous sommes en face, il faut commencer par contextualiser. Je suis dans une entité dans laquelle la gestion des risques, la place du management des risques est déjà connue, les bases sont posées, les gens sont conscients, c'est beaucoup plus facile. Ouais, Parce que les personnes vivent dans cet environnement-là avec un certain niveau d'alerte sur les risques. oui, On communique assez souvent, on teste l'environnement. oui, Ça, c'est beaucoup plus facile. tout Parce à qu'il fait. suffirait de finir mon plan, je communique, je commence à tester avec les gens ont déjà pris conscience. Mais je pense que dans le cadre de notre webinaire, il est très important de revenir sur une situation vide dans laquelle nous n'avons aucun dispositif qui existe. OK, À ce moment-là, c'est toute la question de la communication qui est d'une importance capitale. OK. Sinon, vous allez être considéré comme un groupe de génies dans un laboratoire qui fait des choses qu'on ne J'adore, maîtrise pas. j'aime bien. Et ces choses qu'ils font qu'on ne maîtrise pas, c'est pas ça qui m'aide à payer mon loyer. C'est Parce clair. qu'en fait, ce qu'il faut payer, c'est les business. C'est le Oui, fait que je vais exercer l'activité que je fasse du cash. Dès l'instant où ils n'ont pas pris conscience que si je ne gère pas ces risques, je ne pourrai plus faire le business. OK. Là, c'est comment j'arrive à communiquer et à transmettre le fardeau. Et c'est là que la question des compétences intervient, du plan de communication qu'il faut mettre en place. Top, top. Mais vous pouvez avoir de la chance. Si vous êtes en République démocratique du Congo avec une guerre qui s'est faite dans une partie des territoires nationaux où vous avez une agence, une succursale qui est bloquée, qui ne sait plus fonctionner, c'est beaucoup plus facile. Je peux revenir vers les autres pour dire, voici, vous voyez ce qui vient de nous arriver. Mm. J'ai une succursale qui est bloquée, des activités qui ne savent pas fonctionner et je ne sais pas quoi faire. Mm. Si au départ, on avait défini un plan, ça aurait été beaucoup plus facile. Les gens comprennent facilement lorsqu'il y a une conséquence, une Oui. leçon à donner. Je peux utiliser. Mais là, si vous êtes une entité qui n'avait pas ces éléments-là, vous pouvez utiliser cela pour dire, alors, je viens vous sensibiliser parce qu'il est important pour nous de mettre en place un dispositif de gestion de continuité d'activité. La communication, elle est beaucoup plus fluide. Mais si vous êtes dans un environnement où tout passe bien, là, c'est un peu plus difficile. Là, tu dois identifier les personnes dans le groupe avec lesquelles tu vas commencer par faire une première étape de communication et de sensibilisation. Oui. Il faut aller vers les personnes qui te présentent déjà un niveau de sensibilité par rapport au risque.
Lorsque tu as déjà ces personnes-là, tu commences petit à petit à descendre là où tu as un peu plus de résistance. C'est comme ça Oui. que je parlais d'un plan de communication qui doit être mis en place. Mais je Mais j'aime, pense que nous sommes allés excuse-moi, un peu plus vite. excuse-moi, j'allais dire, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vraiment la prochaine étape enfin, le troisième webinaire sur l'importance de Mm. la communication. Et je suis contente que ça vienne naturellement comme un élément clé de manière vraiment à nous conscientiser chacun, hein. Parce qu'on se dit souvent, ouais, Mm. communication, mais on oriente son pense que ce n'est que du marketing. Or, non, c'est important, communication interne, comment faire, et ce n'est pas que pour vendre quelque chose, c'est également pour mobiliser, conscientiser sur des réalités. Je t'en prie, fallait que je rebondisse. Dis-moi, vas-y, continue. Et ça, c'est très, très intéressant. Mais c'est mieux qu'on revienne en fait sur Ouais, ce que c'est un plan de continuité d'activité. Nous avons dit ici, je vais le faire par exemple, c'est qu'aujourd'hui, je prends cet exemple-là de cette situation à l'est du pays, de la oui. RDC, où vous avez une succursale qui ne sait plus fonctionner parce que c'est assez compliqué la situation sécuritaire. Vous dites, je fais quoi? Je suis une institution financière, j'ai donné du crédit à certaines personnes, ces personnes veulent bien rembourser, mais comment elles vont rembourser? Je fais comment pour payer les salaires à mon personnel qui est là? Je fais comment? Quels sont les éléments ou les dispositifs que je vais mettre en place? Alors, vous commencez à réfléchir. Maintenant, je vais vous expliquer finalement ce qui s'est passé. C'est que lorsque la situation commence à se dégrader, vous vous posez pour dire, il faut qu'on se retrouve pour réfléchir sur les actions que nous allons mettre en place. Et lorsque vous vous retrouvez, vous allez constituer ce qu'on appelle un comité, que certaines personnes appellent un comité de crise. Ces comités de crise, il est constitué d'un groupe de personnes qui vont réfléchir sur comment nous allons fonctionner et quelles sont les activités que nous allons mettre en place pour continuer notre activité, sinon l'entité va fermer Alors, devant cette réalité. avant d'aller plus loin, le fameux comité de crise, c'est un comité qui doit exister sans pour autant qu'il y ait une crise. C'est déjà un comité qu'une Oui. entreprise doit mettre en place. Donc, en fait, là, ça c'est très intéressant. Je pense que comme on avait déjà mis les contextes, nous avons décidé d'aller dans un contexte où il n'existe rien. Oui, Dans un contexte où il existe, vous avez déjà tout ça qui est défini avec un comité de crise qui s'est réuni dès l'instant où la crise se manifeste, où on sent une alerte sur un début de crise. Mais là, nous sommes dans un contexte où il n'y a rien. Et dans ce contexte où il n'y a rien, quand une crise, où vous avez l'info sur une crise qui va se produire, ou lorsque la crise se produit, alors il se constitue un groupe de personnes qui vont se réunir pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à exercer notre activité. voilà. Et ces personnes mettent en place un comité de crise. Mais dans des entreprises déjà développées, c'est une entité qui existe déjà. Nous connaissons les personnes qui sont dans ces comités de crise. Mm. Nous savons comment il doit fonctionner. Certains vont aller plus loin pour dire ils ont même mis en place les termes des références, des fonctionnements de ces comités de crise. Très bien, Ils ok. savent qui doit être convoqué, à quel moment on peut dire que les corps ont atteint, comment il va faire, quelles sont les décisions qui sont prises. Les décisions qui sont prises sont suivies comment et par qui. Ok. Là, on est dans une entité où les choses sont déjà développées et mises en place. Mais dans une entité où les choses ne sont pas encore développées, ne sont pas encore mises en place, alors quand la crise, elle se manifeste, où vous avez une information, une alerte sur cette crise-là, vous allez vous constituer un groupe de personnes. Maintenant, la question que quelqu'un pourrait me poser, c'est je vais prendre qui pour être membre de ces comités de crise? Exactement. Déjà, une première information que je pourrais vous donner, il est important de vous assurer que dans ces comités de crise, qu'il y ait des personnes qui ont le pouvoir de décider. Ah oui. Il ne faut pas constituer un comité de crise avec les personnes qui n'ont aucun pouvoir de décision parce qu'en fin de journée, quand ils vont se retrouver, ils vont beaucoup parler, mais ils ne pourront pas avancer parce qu'ils ne savent pas si les actions qu'ils vont décider de mettre en place seront validées ou pas. Mm.
Et dès l'instant où vous allez identifier les personnes qui ont le pouvoir de décider dans différents secteurs d'activité qui peuvent être impactés dans le cadre de votre secteur d'activité, il faut déjà par les identifier. Il est très important d'avoir déjà le management, un membre de la direction générale au besoin pour un début, les responsables de gestion des risques si vous en avez. Il est très important de vous assurer, parce qu'on parle de continuité d'activité, qu'il y ait quelqu'un qui gère toute la partie logistique, parce qu'il faut suivre ces aspects-là aussi, selon le secteur d'activité. Il est important de vous assurer aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est, que vous avez quelqu'un qui maîtrise tout l'infrastructure informatique, OK. parce que la plupart des entités travaillent, certains sur cloud, beaucoup avec des serveurs locaux, mais sans IT, vous êtes coincé. Ça dépend du secteur d'activité. Vous devez identifier des fonctions clés sans lesquelles vous ne pouvez pas continuer à fonctionner. D'accord. Ça dépend, en fait, tout dépend dans quel secteur vous êtes. OK. Et dès l'instant où vous avez identifié des fonctions clés, parce que sans ces fonctions-là, l'entité ne peut pas fonctionner, quand vous les identifiez, ces fonctions clés doivent d'office faire partie du comité de crise. Et lorsque ces fonctions clés ont été identifiées, vous avez mis en place un comité de crise. Maintenant, vous allez vous poser pour réfléchir. Voici la crise. Cette crise nous empêche de fonctionner normalement. Voilà. Comment nous pouvons faire pour fonctionner normalement? Alors, je suis encore dans un contexte où rien n'existe. Mhm. Je me dis, je vais définir des scénarios. OK. Les personnes vont définir des scénarios pour dire, le premier scénario, c'est les scénarios, c'est vraiment une situation très grave, tout est bloqué, le pays est bloqué, personne ne peut sortir de chez lui. Comment on fait quand même pour continuer à bosser? Exactement. La deuxième situation où nous pouvons fonctionner, mais avec certaines perturbations de mouvement. On ne peut OK. pas bouger, mais les activités se déroulent quand même pour des gens. Ouais. D'autres scénarios, c'est bon, écoute, c'est juste une partie de mon activité qui est touchée, mais une autre partie peut fonctionner. Vous définissez des scénarios. Attention, ces scénarios-là avaient déjà été identifiés lors de l'évaluation des risques, parce que vous aviez mis en place une cartographie des risques. Mais si vous n'avez pas mis en place une cartographie des risques, parce que nous sommes dans un contexte où rien n'existe, c'est toute la question qui commence. Vous ne pouvez pas vous dire, oh là, les activités sont perturbées, je n'ai pas un plan de continuité d'activité, je laisse bloquer les activités, je fais d'abord ma cartographie des risques et puis après avoir défini ma cartographie des risques, je reviens. Ah non, l'entité va fermer. Clairement. Vous êtes obligé de commencer par identifier ces scénarios-là qui, pour vous, vont vous aider d'une manière ou d'une autre à identifier les risques. OK. Très bien. Donc, dès l'instant où j'ai constitué mon comité de crise, j'ai identifié des fonctions clés, j'ai défini des scénarios par rapport à la crise. Ces scénarios-là, que tu le veuilles ou pas, vont te permettre d'identifier un certain nombre de risques qui vont apparaître. Kevin, excuse-moi, je vais t'interrompre de nouveau. Tu commences à avoir l'habitude. Alors, là, tu me parles d'un cas où il y a un problème, le comité crise se réunit et c'est au moment même où le risque apparaît qu'on commence à établir les scénarios où il y a un travail préparatoire que ce comité peut déjà avoir fait au préalable, juste pour savoir, est-ce que ça se fait dans le feu de l'action, du risque, ou est-ce que ça se fait bien en amont? Oui, en fait, c'est comme ça que j'avais voulu qu'on définisse les contextes. Nous avons dit que nous ne sommes pas dans un environnement où les choses existent, ont été mises en Non. place. Ça se déroule soi-même. Hein. Ok, Dans un d'accord. environnement où les choses existent, ont été mises en place, vous avez déjà une cartographie des risques, Qui les comités existe économiques. avec des scénarios. Ok, très bien. Mais ici, nous sommes dans une situation où rien Ok, n'existe. tout à fait. Et les activités sont perturbées. Ok, très Il y bien. a une décision à prendre. Très bien. Je ne veux pas savoir comment je vais fonctionner. Je laisse les activités bloquées pendant un certain temps. Le temps pour moi de définir une cartographie des risques, ça ne sert à rien. Vous Ah allez oui, fermer. non. Exactement.
vous êtes obligé de travailler au même moment. Ok, La crise est là. On oui, n'a rien de prévu. On fait quoi? très bien. Cette crise, elle peut perdurer. Si elle perdure jusqu'à la fin, elle bloque toute l'activité. C'est vraiment la situation chaotique. Exactement. Les perturbations peuvent impacter juste une partie de mon activité. C'est une situation moyenne. Tout à Les fait. perturbations ne peuvent ne pas toucher mes activités à moi, mais avec le temps, il est possible que les conséquences nous impactent. Parce que la plupart de mes clients s'approvisionnent là où il y a la guerre. D'une manière ou d'une autre, ça va vous arriver. Oui. Donc, vous définissez des scénarios. Et quand vous commencez à définir des scénarios, vous allez très vite vous rendre compte que vous allez commencer à toucher certains risques. Dans ce scénario-là, il y a tel risque qui va apparaître. Si il y a perturbation totale, nos installations sont attaquées, mon staff ne sait pas sortir parce que les bureaux sont fermés, il y a pillage, il y a un risque qui intervient. Ces risques-là, il y a un risque financier qui va intervenir, il y a la perte de matériel, il y a les clients qui ne savent plus venir au lieu d'activité, il y a les clients qui ont pris un certain stock qui devait être payé et qui n'ont pas payé, et s'ils doivent payer, ils vont payer comment? Et les risques de crédit commencent à apparaître. Finalement, vous vous rendez compte que les scénarios vont vous conduire à l'identification de certains risques. Ces risques-là, vous allez commencer à... Là, vous êtes vraiment en train de bosser parce que ce n'est pas quelque chose que vous faites 30 minutes, 1 heure. Non. Il faut que vous puissiez vous poser, piloté par le responsable des risques s'il existe, ou vous-même vous posez pour commencer à définir ces scénarios-là. Ensemble, vous commencez à Ok. identifier des risques par rapport à chaque scénario. Et quand Ok. vous identifiez des risques par rapport à ces scénarios-là, vous dites, OK, voici mes scénarios, voici les risques que nous avons identifiés. Maintenant, c'est juste des risques. Quels sont les impacts que ces risques vont avoir dans mon scénario? Comment je vais évoluer? Ok. La question de Et l'impact. là, si vous êtes assez organisé, à la fin de ce travail-là, vous avez un début de cartographie des risques qui est fait, mais vous avez juste fait votre plan de continuité d'activité. D'accord. C'est comme ça que j'ai commencé par dire qu'attention, la gestion du continuité, des continuités d'activité, c'est tout un tout dans lequel tu as le plan de continuité d'activité. Oui. Et puis tu as les risques derrière. Et dans le plan de continuité, à côté du plan de continuité d'activité, il y a un deuxième élément qui est la gestion des risques, qui Ok. entre dans la gestion de continuité d'activité. Ok. Tu as la possibilité pour certains qui sont dans une situation organisée, l'entreprise fonctionne normalement, vous avez déjà fait votre cartographie des risques et par conséquent, vous allez petit à petit aller vers le plan de continuité d'activité. Vous avez déjà les éléments des risques. Vous commencez à documenter votre plan de continuité d'activité où tu as une situation où la crise est en face. Au lieu de commencer par une cartographie des risques, vous commencez par un plan de continuité d'activité. Et les plans de continuité d'activité, lorsque vous définissez les scénarios, vous a permis d'identifier un certain nombre de risques. Ok. Mais Kevin, le plan de continuité, factuellement, ça ressemble à quoi? C'est un tableau, c'est fait sur un Word. Quels sont les outils? Comment aujourd'hui, si on dit, OK, il nous parle de scénario, de plan, ça se matérialise comment au fait? Ça ressemble à quoi? Les entités développées ont même des outils, des Ah, applications, des plateformes qui existent. Mais excellent. j'insiste encore, nous sommes dans un contexte où il n'y a rien. Il n'y a rien. Les plateformes existent, les outils existent, où vous mettez les différents éléments, il vous sort un truc vite OK. fait, assez sophistiqué. Tout le monde n'a pas le moyen de se payer ces genres d'outils. Et les deuxièmes, les autres aussi, écoutez, moi, j'ai juste ma feuille Excel, je vais organiser ma feuille Excel, je documente mes scénarios, j'ajoute à ces scénarios mes risques, j'ajoute à mes risques mes impacts. Et OK. j'identifie les différents secteurs chez moi. Donc, tu organises un fichier Excel tout court peut vous permettre de faire ça. Et puis, avec le temps, vous allez finalement décider de faire tout un document qui peut être un rapport ou un document Word. OK. OK. Donc, c'est toute l'organisation parce que si tu dois transmettre ces plans de continuité d'activité à l'autorité des régulations, au bailleur de fonds ou à toute entité externe, tu ne vas pas lui transférer ton fichier Excel. Oui. Quel Tu serait seras obligé. l'intérêt?
Non, je t'en prie, vas-y, finis ta phrase. Tu voulais dire tu ne vas pas lui transférer. Et par conséquent, à un moment donné, lorsque vous allez finir les travaux, vous allez être obligé de les mettre sous format qui pourrait être consulté par une personne externe qui a la possibilité de l'avoir parce que vous n'allez pas le donner à tout le monde. Bien sûr. C'était, Donc, c'était, voilà, permettre. Oui, Excuse-moi, c'est cette Kevin, c'était ça ma question. Quel est l'intérêt, parce que tu donnes beaucoup d'informations intéressantes et je me mets toujours dans la position de justement l'institution qui n'est nulle part par rapport à tout ça. On peut se dire quel est l'intérêt de communiquer à un externe de l'institution ce plan au fait? En quoi ça peut être pertinent de le faire? Finalement, dans cette entité, au niveau de la comptabilité, on a toujours des personnes qui amènent des cash, on consulte ce qu'on appelle les fonds propres. Oui, Et encore, à un moment donné, on se rend compte qu'on a besoin de quelqu'un pour nous financer, nous donner quelque chose. c'est vrai. Et cette personne qui va décider de vous donner quelque chose pour que vous puissiez rembourser va vous dire, mais je dois au moins être sûr de la continuité de votre exploitation, de l'activité. Et cette personne va vous demander votre plan de continuité d'activité pour voir quelles sont les mesures que vous allez mettre en place lorsqu'il y aura perturbation. Est-ce que ces mesures-là vous permettront de fonctionner afin de continuer à lui rembourser les crédits qu'il vous donne? Vous êtes obligé de lui donner votre plan de continuité d'activité. Il est dans certains secteurs comme le nôtre, vous avez l'autorité de régulation qui veut qu'il y ait un plan de continuité d'activité et ce plan doit être actualisé, mis à jour. OK. Et lorsqu'il va lui demander, vous êtes obligé de lui transmettre ce plan de continuité d'activité. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes obligé, par contrainte, par obligation, par besoin de transmettre votre plan de continuité d'activité. À ce moment-là, si vous avez une plateforme, vous n'allez pas transmettre la plateforme, vous êtes obligé de mettre en place un document Word qui Voilà. explique comment vous faites, comment vous êtes organisé. Vous allez dire, nous avons un comité de crise qu'il se réunit trimestriellement, mais lorsqu'il y a une crise qui apparaît, il est comme ça. Ce comité de crise est constitué de telle personne. Pourquoi? Maintenant, nous avons identifié tel autre scénario. Ces scénarios impactent tel secteur de notre business, tel secteur, tel secteur, tel secteur. Et nous avons décidé par rapport à tel secteur-là, nous allons faire ceci par rapport à tel scénario. Vous commencez alors à expliquer tout votre fichier Excel. Et la compréhension elle est beaucoup plus claire pour la personne externe qui reçoit votre plan de continuité d'activité. Donc, il, Clair. Je pense, Kevin, que tu as un challenge au niveau de ton réseau, les aléas du direct. On va patienter un petit peu. Kevin, Kevin, je t'ai perdu, on dirait. Kevin, es-tu là? Écoutez, le temps qu'ils reviennent vers nous, ben, vous l'avez compris en tout cas, on a deux scénarios. Le scénario des institutions qui, elles, ont déjà des choses qui sont mises en place et le scénario des entreprises qui, elles, n'ont rien prévu. Généralement, la nécessité ou l'intérêt du plan de continuité pour ces entreprises apparaît face à une crise. Donc, Kevin, je t'en prie, tu peux poursuivre. J'étais occupée à rappeler ce que tu disais pendant le temps que tu te... Ouais. d'accord. Donc, finalement, quand vous allez commencer à faire ces travaux-là, comme je l'ai dit, vous partez du vide, du néant, de Oui. l'inexistant pour mettre en place quelque chose. Vous avez constitué un comité de crise, vous avez pris votre feuille Excel, vous avez défini les scénarios. Quand vous avez défini vos scénarios, ces scénarios-là vont vous permettre d'identifier un certain nombre de risques. Après avoir identifié ces risques-là, vous allez vous dire, mais si ces risques se produisent ou se réalisent, quels sont les impacts à mon niveau? OK. Et chacun, par rapport à son expérience, par rapport à son secteur d'activité, va commencer à donner les impacts. Et vous allez identifier un certain nombre d'impacts. Kevin, Mhm. je voulais Qu'est-ce savoir, est-ce que Mhm. aujourd'hui, une institution qui a mis en place son plan de continuité, ce plan au sein de l'institution doit être vulgarisé auprès de tout le monde ou est-ce qu'il n'y a que des personnes clés qui doivent prendre connaissance? Est-ce que c'est comme, on va dire, une procédure, voilà, une procédure qui doit être connue de tous ou ce n'est pas nécessaire, c'est juste les personnes du comité de crise? Alors,
Tout est question de votre organisation. OK, Il est plus intéressant que les personnes impliquées dans la mise en place des actions qui sont définies dans le plan de continuité d'activité sachent ce qu'il faut faire. d'accord. Mais je n'ai pas besoin de transférer mon plan de continuité d'activité au vigile qui est devant la porte. D'accord, oui, je Sauf comprends. si, sauf si les superviseurs de ces vigiles ont un rôle clé, mais il n'a pas tout mon plan. Il a juste une action qu'il est censé savoir en pareille situation. OK, Généralement, le plan de continuité d'activité est géré au niveau du management. OK, Maintenant, certaines fonctions sont au courant de quelles actions ils peuvent mettre en place en cas de pareille situation devant telle autre situation. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la crise a commencé à l'est du pays, mm, à Kinshasa, il y a eu des troubles. Et lorsque les troubles ont commencé, il y a eu des troubles à Kinshasa, les activités, la plupart des institutions avaient fermé. Les staffs ne savaient pas quoi faire. Mais les membres du comité de crise savaient quoi faire parce qu'ils ont un plan de continuité d'activité. exactement. Et ils sont allés identifier les actions déjà définies dans le plan de continuité d'activité pour dire maintenant, comme vous ne pouvez pas bosser sur les sites, c'est-à-dire venir au bureau, vous pouvez bosser à la maison. Oui, Ils avaient déjà défini un certain nombre d'actions telles que la connexion Internet qui devait être donnée en termes de forfait au staff clés qui doivent bosser ces jours-là. Ce d'accord. qu'ils font, c'est nous allons communiquer à la DAF pour qu'on puisse faire un bon afin d'acheter la connexion Internet pour un certain nombre de personnes identifiées au niveau du manager. Les managers vont communiquer à ces personnes-là ce qu'il faut faire. Ces personnes ont les actions qui sont définies par rapport à cette situation de crise-là, mais n'ont pas tout le plan de continuité d'activité. D'accord. Maintenant, il y a des fonctions clés. Si vous vous retrouvez en province avec des succursales qui sont gérées par un responsable régional, ce responsable régional, lui, il a besoin de connaître le plan de continuité d'activité parce qu'il sait, en fonction de la sensibilité, de l'importance de la fonction et des actions qu'il doit prendre en place directement sans attendre le comité des crises. Oui, je vois. Donc, ça dépend de l'entité et de la sensibilité et de l'importance de chaque fonction dans la continuité des activités. Vous allez identifier les personnes auprès de qui vous pouvez donner votre plan de continuité d'activité ou pas. Ou sinon, vous allez décider de dire, nous allons, pour cette fonction-là, donner juste un certain nombre de directives qui sont définies dans le plan de continuité d'activité. C'est une partie de notre plan de continuité d'activité. D'accord. Donc, ils n'ont pas le plan de continuité d'activité global, mais ils ont les directives qui sont déjà validées dans le plan de continuité d'activité pour telle situation-là. Et lorsqu'ils sont en train de l'exercer, elles ne savent pas que c'est le plan de continuité d'activité. Pour eux, c'est juste des directives qui sont données. Donc aujourd'hui, lorsque une crise va se produire, les activités ne savent pas fonctionner, toutes les agences savent que nous ne sortons pas. Nous devons d'abord communiquer avec les responsables de la succursale pour qu'ils nous disent ce qu'il faut faire. Voici, nous allons appeler telle personne. Voici les numéros à appeler. Voici les remontées à faire. Voici comment on va fonctionner. Mais tout ça, c'est une partie de notre plan de continuité d'activité qui n'est pas partagée à tout le monde. Exactement. En fait, je retiens, on n'a pas besoin de le communiquer. Ça reste, on va dire, au niveau de la cellule du comité crise. Mais c'est important que chaque acteur qui intervient soit bien au fait de ce qui est attendu de lui. C'est tout ce qu'on Oui, voudrait. Moi, j'aimerais, comme on est oui. en train de parler par rapport, on est en train de chuter, hein, mesdames et messieurs, il y a toujours beaucoup à dire, mais voilà, comme on avait dit, l'objectif de ces webinaires, c'est beaucoup de sensibilisation, c'est beaucoup de prise de conscience qu'on aimerait susciter. Moi, j'ai une avant-dernière question, on va dire ça comme ça, parce que nous sommes en train de chuter peu à peu. Là, on est dans le concret. On a le plan de continuité, les gens savent qu'est-ce qu'on attend d'eux, en tout cas, comment ils interviennent. De ton expérience, quels sont les défis ou les challenges qui sont parfois rencontrés lorsqu'on active un plan de continuité? Qu'est-ce qui peut faire que ça coince, que ça n'aille pas? Je ne sais pas si tu me comprends. Vous savez, l'être humain
les êtres humains fonctionnent différemment dans une même situation. Comment je vais dire ça? Il est difficile d'expérimenter dans une société en mouvement. Pourquoi? Parce que Alexandra et Kevin peuvent se retrouver dans une même situation et réagir de façon différente devant cette même situation. Le monde idéal voudrait que lorsque j'ai un plan de continuité d'activité avec des activités déjà définies et connues, que les choses se déroulent de soi-même. Il y aura toujours quelqu'un qui prendra du retard pour lancer une activité au moment opportun et lorsqu'il va la lancer, il sera trop tard. On a déjà un incident qui s'est produit. Oui. Il est important, il est très important de tester régulièrement votre plan de continuité d'activité sur certaines directives. OK. Afin que les personnes qui sont impliquées dans la mise en place de ces directives-là aient les réflexes de réagir aux besoins. Tout à fait. C'est comme ça que vous voyez ailleurs, je donne un exemple connu, basique, c'est le point de rassemblement, où on teste on simule une situation d'incendie dans une succursale donnée. On explique aux gens comment ils peuvent réagir et lorsque l'incendie arrive, voici les points de rassemblement, voici les issues de secours. Okay. Attention, faites attention à tel matériel, faites attention à tel autre matériel. Il est important de faire ça et si tu peux sauver, voici ce qu'il faut sauver parce que ça, nous en avons besoin pour continuer les activités. Très bien, tester. Okay. Il faut tester et quand les personnes les testent, ça devient un réflexe et quand la situation se produit, ils savent. Ne pas laisser OK, vas-y, je les IT, par exemple, prennent parfois des jours pour tester une situation d'instabilité des systèmes, où le système est bloqué pendant toute une journée. Les IT testent ça. Quand le système est bloqué, quelles sont les solutions alternatives? Ils peuvent faire des situations de simulation comme ça. Et il informe à l'ensemble des staffs, attention, tel jour, on aura des tests qu'on va faire. Il est important que vous puissiez, vous sachiez que vous pouvez constater ça ou ça. C'est des tests que nous sommes en train de faire. Et dans pareille situation, voici comment vous devez réagir. Okay. Ils se disent, quand le système est bloqué, je mets en place des activités manuelles. Mais ces activités manuelles peuvent me présenter un risque de fraude. Donc, lorsque un client vient pour faire un retrait, le système est bloqué, il est important que vous puissiez appeler tel chef d'agence qui est dans un environnement où le système fonctionne pour qu'il puisse vérifier le solde du compte des clients. En fait, c'est des simulations que vous faites comme ça. Parce que pour les institutions qui ont des serveurs locaux, incendie là où il y a les serveurs locaux, vous êtes foutus. Vous devez avoir un serveur de secours et par conséquent, comment vous allez faire? Donc, c'est l'ensemble de ces tests de votre plan de continuité d'activité qui vous donne la possibilité ou les réflexes de bien gérer lorsque la crise se manifeste. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir un plan de continuité d'activité, il faut les tester régulièrement et faire des simulations avec les personnes impliquées. Super. Mais écoute, Kevin, j'ai une question dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions car il nous reste encore 10 minutes avant de chuter. Enfin, 12 minutes, on arrondit à 10 minutes. Hein. Alors, il y a un participant qui dit ceci, Kevin. Je voulais savoir si les personnes dans le comité de crise doivent nécessairement recevoir une prime de risque pour leur travail. Quelles sont les bonnes pratiques, on va dire? Je ne peux pas me permettre de dire qu'il faut avoir une prime de risque. C'est toute la question de gestion. Ça, c'est une question de gestion et de gouvernance d'une institution à une autre. Oui. Il y a des institutions qui peuvent se permettre de donner des primes de risque aux membres du comité de crise. Mais attention, vous êtes généralement les membres du comité de crise sont des managers qui se retrouvent au siège déjà dans de très bonnes conditions. Mais est-ce que c'est vraiment eux qui ont besoin d'une prime de risque ou nous avons besoin de donner des primes de risque aux personnes qui sont sur les territoires ou dans les secteurs où vraiment il y a des problèmes? C'est toute la question du management. Ou carrément votre convention collective ou les comités de crise peuvent se permettre de dire nous allons commencer à donner quand même des jetons de présence
à chaque fois qu'on a notre comité de crise aux membres. Alors, en fait, c'est vraiment, on n'a pas c'est pas quelque chose d'acté comme ça. Ouais, Non, c'est vraiment toute une question de gestion par rapport à votre réalité pour voir on le fait ou on ne le fait pas. Mais après, si exactement. vous permettre, vous pouvez le faire. Mais Ouais. c'est vraiment tout ça. Donc, je comprends, il n'y a pas de règle, c'est au cas par cas en fonction de la politique en interne, un peu Oui. d'apprécier les choses au fait finalement. Kevin, Oui. j'aimerais en 2 minutes que tu puisses conclure de tout ce que tu as dit. Avec quoi tu souhaites que nos participants finalement repartent? Le mot, ton message principal, voilà. Euh, ce que je peux dire, c'est que nous fonctionnons pour continuer à exercer. Oui. Et il est important que nous ayons une vision d'après une situation qui perturbe. Et le principal objectif de la planification de continuité d'activité est d'identifier les actions de récupération et les actions pour continuer à fonctionner. Dans votre plan de continuité d'activité, vous devez savoir quoi faire à quel moment. Mais faites attention au timing. Vous pouvez avoir de très bonnes actions, mais si le timing est mauvais, vous allez passer à côté de l'objectif même de votre plan de continuité d'activité. OK. Good, good, good. Globalement, ce que je peux dire, c'est ça. Parce qu'en fait, les actions de récupération dans le plan de continuité d'activité aident l'organisation à reprendre ses opérations lorsque la crise se manifeste. En tout cas, merci beaucoup, Kevin. De mon côté, comme mot de la fin, je retiens une chose. Euh, Quel que soit où on se situe, quand la crise arrive, il y a toujours moyen de pouvoir réagir. Alors, c'est bien d'anticiper, mais on n'est jamais trop tard. Je retiens le plan de continuité qui est vraiment important et l'importance surtout de le tester, de l'enrichir et que chaque acteur soit conscient de ce qui est attendu. Donc, finalement, je retiens encore un autre point qui va finalement nous embrayer vers le mois prochain, c'est l'importance d'une communication de crise au sein de l'institution et vis-à-vis, comme tu l'as dit, des parties prenantes qui ont besoin d'être rassurées, soit parce qu'ils injectent des fonds, et au sein de l'institution pour sensibiliser, faire prendre conscience de ces rôles que chacun doit gérer, parce que comme tu l'as dit, parfois on pense qu'il s'agit uniquement du salaire, mais ça va au-delà du salaire parce que ben, si on se dit, oh, c'est que le risque, oui, mais si ce risque-là n'est pas maîtrisé et qu'il n'y a plus d'activité, comment on me paie, comment je continue, comment je conserve finalement mon job? Donc, une bonne prise de conscience, mais avec une belle animation. Kevin, de nouveau, c'était un plaisir pour moi. Encore merci pour l'honneur que tu m'as fait, parce que je sais que tu es très occupé, que ça a été la course, mais vraiment de te libérer entre deux réunions. J'ai envie de te remercier au nom du public et vraiment te souhaiter plein succès dans tes fonctions. Et en tout cas, merci à tout le monde qui se sont connectés. Le replay sera disponible et on se retrouve tous le 15 avril à 11 heures pour la troisième sous-thématique communication de crise. Merci Kevin et bonne journée à tous. Merci Alexandra, merci à tous.